Alors nous sommes avec Sylvain Roux de l'association Copernic. Alors Sylvain, c'est quoi cette association? Quel est son objet? Alors l'objet de l'association Copernic est de vulgariser l'astronomie par toutes ses formes, aussi bien par l'observation que des ateliers. On fait aussi du light painting par exemple autour de la lumière. C'est quoi du light painting? On fait par exemple de la peinture avec de la lumière. On utilise différentes petites lampes, un appareil photo et grâce à ça en fait on fait un atelier ludique qui incite après les enfants à découvrir qu'y a-t-il derrière la lumière, et donc on peut parler du soleil par exemple, l'observer comme aujourd'hui. Voilà. Donc l'objet de l'association c'est ça, c'est de vulgariser l'astronomie. Alors est-ce qu'on peut, dans cette action de vulgarisation, est-ce qu'on peut faire comprendre aux enfants les notions de distance astronomique par exemple? Alors oui, on essaye de trouver des méthodes, hein, parce que c'est souvent dans la méthode que tout pêche. On essaye de trop en dire et en fait on perd les enfants, mais on parle d'enfants ici, mais on est tous des grands enfants. Hein. Les adultes c'est pareil, quand on parle de millions de kilomètres, de milliards de kilomètres, en fait personne n'en a la notion en fait. Donc on essaye de mettre en place des petits modules, des mobiles par exemple, ou par exemple typiquement des plans de système solaire, par exemple à l'échelle d'une ville. On dit on met le soleil au niveau de la mairie, alors où serait la planète Terre à telle échelle? Alors la planète Terre est à 400 mètres, eh bien, Neptune se trouve alors à 16 km d'ici. Donc voilà, on essaye avec des échelles de plans, maintenant on a tellement de plans via internet et ainsi de suite, avec les échelles différentes, on peut faire exactement ce que l'on veut, quoi. Qu'est-ce qui parle le plus aux enfants en matière d'astronomie? Ce qui parle le plus, c'est d'observer, donc observer le soleil. Le problème, c'est de leur faire comprendre que ce qu'ils voient est en direct et des fois, ils ont un peu du mal. Par exemple, avec le soleil ou par exemple avec Saturne. Certains enfants ont déjà vu Saturne en photo, il n'y a pas de problème, et ceux qui ne l'ont quasiment jamais vu, ils ne savent pas ce qu'ils regardent. Donc ils se demandent, mais c'est quoi cette tache ovale avec ces deux traits noirs? En fait, les deux traits noirs, c'est ce qui sépare les anneaux et la planète, et des fois c'est assez perturbant, parce que nous on a toujours vu Saturne, du moins. Pour moi qui suis vulgarisateur et qui observe Saturne toutes les semaines, je la vois tout le temps, donc je sais parfaitement comment elle est. Et de trouver des gens, parce que maintenant il y a aussi des adultes qui n'ont jamais vu Saturne en photo, et donc qui ont du mal à comprendre comment elle se projette dans l'espace, comment elle est. Alors on voit Jupiter toute ronde, c'est parfait, mais là avec les anneaux ça perturbe tout le monde. Et en fait on arrive à comprendre par ce biais-là ce que Galilée n'a pas compris en fait. Galilée les a vus, les anneaux de Saturne, mais il n'a jamais compris que c'était des anneaux. Et en fait, on retrouve un peu cette idée de qu'est-ce qu'on regarde en fait? C'est quoi cette espèce de soucoupe volante? C'est assez, des fois, déstabilisant. Alors, dans notre environnement alpin, parce que Copernic est haute alpine, oui, tout à fait. On bénéficie quand même d'un environnement très favorable à l'observation des astres, avec un ciel oui, c'est ça, bien découvert. Tout à fait. On gagne beaucoup à être ici dans le nord de la région PACA. On a le beau temps de la Méditerranée et l'altitude, ce qui fait qu'on a des ciels parfaitement clairs pour l'observation aussi bien de jour que de nuit. Est-ce que vous intervenez aussi en milieu scolaire? Ah oui, oui, énormément. C'est notre... moi c'est mon travail, hein, je suis donc salarié et donc je fais que ça, je fais que des interventions en milieu scolaire, un petit peu en été sur des campings, des mairies, des choses comme ça, mais on va dire que 80%, même 85% de mon travail c'est d'aller en milieu scolaire. Aussi bien sur des classes locales, donc 0,4, 0,5, oui, ça s'arrête à peu près là, et après beaucoup de classes de découverte, puisque les Hautes-Alpes et ici les Alpes de Haute-Provence, il y a énormément de centres de vacances, et donc on se déplace avec des télescopes et des lunettes pour observer lors de classes de découverte. Quelle est l'attente des enseignants par rapport à leur programme pédagogique? Est-ce qu'ils ont effectivement du temps à mettre sur ces actions? Il y a plusieurs choses. Il y a
quelques enseignants qui ne font pas d'astro du moins, parce que en fait c'était pas dans leur cursus scolaire. Ouais. Ils n'ont pas eu de sciences, ils en ont fait très peu à l'IUFM quand il y avait l'IUFM et là en formation. Donc ils ont beaucoup de mal à retransmettre des concepts qui sont par exemple très compliqués, comme les phases de la Lune et des choses comme ça. Donc ils se servent des classes de découverte ou des interventions en classe pour eh bien, en fait, pouvoir trouver quelqu'un qui puisse permettre de transmettre ça sans se tromper, quoi. Voilà, parce que des fois on arrive dans des classes, les maîtres et les maîtresses ils sont un peu vasouillards, quoi. Ils savent plus trop qui tourne autour de qui fait quoi, comment, pourquoi. Est-ce que Pluton est toujours là? Des fois on me demande. Est-ce que c'est bien une planète? Voilà, est-ce que c'est ça. Qu'est-ce que Pluton? Voilà, donc on essaye de remettre les choses un peu à leur place. Alors après, il y a différentes choses. Après, il y a ceux qui savent très bien faire de l'astronomie, se servent de ces classes pour débuter leur action. Donc on fait des interventions en classe et après, ils s'en servent tout au long de l'année. Ou alors c'est le contraire, on est la clôture de toute l'année. C'est-à-dire ils ont fait de l'astronomie tout au long de l'année et on reprend avec eux tout ce qui a été dit pendant l'année pour clôturer en fait ce cycle autour de l'astronomie. Donc il y a des apports de connaissances qui sont extrêmement précis. Est-ce que pour autant ça laisse la part à l'émerveillement, au rêve? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou que vous laissez de côté? Alors nous on utilise ça, en fait on essaye de faire venir les enfants vers l'émerveillement, donc avec de l'observation. Et puis on possède un planétarium. Donc le planétarium est un outil pour l'émerveillement justement qui est parfait. Parce qu'on peut montrer la rotation de la Terre, on peut montrer tout un tas de choses et puis surtout on peut parler de mythologie. Parce que les enfants, donc particulièrement, sont férus d'histoire et de mythologie. Donc moi je connais quand même pas mal d'histoires mythologiques et donc je raconte les histoires mythologiques du ciel. Et là par contre ça marche relativement bien. Alors on ne fait pas de la physique, on fait du grec et on raconte des histoires, mais là au moins ils sont partie prenante de la chose parce qu'ils ont lu des histoires, on leur a raconté des histoires et ils retrouvent ces histoires-là dans le ciel. Donc là, ils ont un lien à eux et c'est là qu'on trouve l'émerveillement. Et est-ce que la question d'une vie extraterrestre, est-ce qu'elle est posée? Est-ce qu'elle vient spontanément ou est-ce que... Elle vient spontanément plutôt dans les classes supérieures, quoi, en collège et lycée, voilà. Donc on essaye de répondre que la vie extraterrestre, ça serait quand même dommage qu'elle ne soit pas là, puisqu'on est quand même la première preuve de la vie extraterrestre, hein, du moins. On est sur Terre, la vie est là sur Terre, donc si on est la seule planète à contenir de la vie dans tout l'univers, on serait quand même bien seul. Mais c'est surtout ce que moi je me force à expliquer, c'est que en fait il peut y avoir de la vie ailleurs. Alors sous la forme microbienne dans le système solaire, mais de la vie intelligente à laquelle on va pouvoir parler ou encore échanger, là ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et de dire, par exemple, quand on veut parler si on imagine avoir un système planétaire à 4 années-lumière de nous, déjà rien que pour envoyer le message il faut 4 ans, il faut 4 ans pour que ça revienne, donc il faut 8 ans. Alors, sur ces distances-là, il faudrait 300 000 ans pour un vaisseau pour aller là-bas. Donc, des gens qui font... parce que souvent, en fait, ils me demandent si je crois aux soucoupes volantes et tout ça. Donc, moi, je leur dis que non. Parce que quand, par exemple, je vais en voyage en Bretagne ou en avion ailleurs, je m'arrête pour discuter avec les gens, pour voir le paysage et ainsi de suite. Ces extraterrestres qui auraient fait des milliers d'années de voyage, voire des millions d'années de voyage, eux ils s'arrêtent pas, eux ils font que passer sur Terre. Ça serait quand même très dommage, quoi. Hein. Voilà. Donc en général ils sont plutôt pour cette idée, mais voilà quoi. C'est vrai qu'il y a après avec tous les moyens de communication et tout ce que l'on peut trouver en vidéo sur la présence d'extraterrestres parmi nous, moi j'y crois pas trop, mais voilà, eux par contre ils sont bien accrochés à ça, quoi. Donc un réseau social Facebook avec les extraterrestres, c'est pas pour demain matin. Voilà, non, c'est pas vraiment pour demain matin. Merci Sylvain. Merci beaucoup.